Julien Lepage, c'est un entrepreneur de Amiral Gestion. Amiral Gestion, c'est un fonds d'investissement qui suit les principes de Warren Buffett et Paul Graham, qui gère 3,6 milliards d'euros en investissement. C'est un mec vraiment très sympa. Je l'ai rencontré quand il était en train de recharger sa Tesla et on a discuté, on s'est vachement bien entendu. Donc il a accepté que je l'interviewe. Voilà, profitez, je sais pas, je vous donne voilà, cadeau. Voilà. Quel est le livre que tu as le plus offert pendant ces 6 derniers mois? Ou 2-3 livres qui ont énormément marqué ta vie? Alors, le livre que j'ai le plus offert, c'est un livre qui s'appelle Hector et les secrets de l'amour. Voilà, qui est écrit par un psychiatre qui s'appelle François Delors et c'est un roman en fait, mais qui raconte un peu c'est un roman qui raconte une histoire, mais la base ce sont les consultations de ce psychiatre dans la vraie vie. Et il en a fait en fait un roman qui est assez intéressant et qui est très utile, enfin qui est très sympa à lire pour les gens qui ont connu des déceptions amoureuses qui sont séparées. Voilà. Et donc comme beaucoup de gens qui se séparent, forcément c'est un livre que j'ai offert quasi systématiquement. C'est quoi le titre encore? Hector et les secrets de l'amour. C'est écrit un peu à la manière de Petit Nicolas, donc c'est très très facile, ça se lit en 2 jours. Et ça parle à la fois de chimie, donc de la chimie de l'amour, et puis évidemment de psychologie et des comportements amoureux. Voilà. Et pourquoi ça t'a touché particulièrement? Déjà parce que ça part de constats de vécu, de réel, puisque ce psychiatre, il a dû voir dans son cabinet défiler des dizaines, des centaines de gens blessés, qui ont vécu des expériences comme ça, de vie. Et puis voilà, et ensuite il y a un petit peu de chimie, donc ça c'est le côté rationnel. Et donc c'est ce mariage entre ces deux choses-là qui est assez intéressant, enfin, qui est même passionnant. Super, tu donnes un argument. Alors oui, c'est un bouquin c'est un français et je crois que ça a été vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dans le monde quand même. Comme quoi, on dépasse l'anecdote ou le petit truc sympa, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense que c'est un grand livre de psychologie en fait. Et t'as d'autres livres qui t'ont marqué Oui, enfin j'ai beaucoup de livres qui m'ont marqué. Dans le management, le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre de Jim Collins qui s'appelle Good to Great en anglais. Voilà, c'est une étude universitaire américaine sur des reconnaissances de patterns qui ont fait le succès de sociétés. Voilà, et donc il repère un petit peu les points communs qu'on a depuis plus de 50 ans voilà, dans des sociétés qui se sont mis à exceller. Et donc il essaie de voir un peu s'il y a des choses à en tirer en termes de philosophie, de culture d'entreprise et même de technique. Voilà, donc ça, c'est un livre qui m'a aussi beaucoup... c'est un des rares livres de management que je lis, parce que d'habitude ça me paraît un peu soporifique et donneur de leçons, peu applicable. Et ça, c'est un livre où j'ai trouvé beaucoup de choses que j'ai pu appliquer dans ma vie professionnelle en particulier. C'est des bons principes. Oui. C'est du concret, c'est pas... Oui, alors c'est des bons principes, c'est des principes intéressants sur lesquels on a envie de s'inspirer. Après, c'est pas des recettes de cuisine non plus, hein, mais j'ai rarement vu un bouquin qui soit aussi complet et au niveau de... Voilà, au niveau d'une perception assez logique et compréhensive des choses en fait, et qui est finalement peu appliquée. C'est ça qui est intéressant dans ces livres-là, c'est que souvent c'est pas des choses qui sont totalement sorties d'un chapeau très original, mais c'est des choses qui au contraire nous rappellent que parfois on se complique la vie et qu'il faut partir sur des idées, sur des constats un peu plus basiques. Je vous le conseille. Parfait, merci, j'ai commandé déjà. Troisième question, est-ce que tu as eu dans ta vie un échec ou un échec apparent qui t'a permis de beaucoup mieux réussir par la suite? Tu pourrais dire, est-ce que tu as un échec préféré? En fait, j'ai toujours du mal avec le côté préféré ou plus important, etc. En fait, la vie, les échecs forment beaucoup. J'ai l'impression que j'ai eu plutôt plein d'échecs. Je fais un métier où on échoue à peu près un tiers du temps quand on est très bon. Donc ce qui veut dire que j'échoue quasiment tous les ans, toutes les semaines. Dans l'investissement, c'est un métier où pour être très bon, il faut limiter le coût de l'échec. Donc
Et après, dans ma vie, les échecs que j'ai eus, ils sont multiples, mais bon, je suis un compétiteur, je joue au bridge, j'investis en actions, en bourse. Donc forcément des échecs, voilà, j'en ai fait beaucoup et j'en ferai encore. J'ai pas de choses totalement spectaculaires à vous dire. Je vois pas d'échecs. Comment fais-tu alors pour apprendre des erreurs, on pourrait dire, J'essaye de reconnaître en fait si ce qui est intéressant dans l'échec, c'est de voir est-ce que la prochaine fois on peut reproduire l'erreur. Et parfois, il faut bien voir qu'il y a des échecs qui peuvent être reproduits. C'est-à-dire que l'expérience ne va pas aider à s'améliorer, tout simplement parce que ce sont des choses humaines et sur lesquelles on va tomber, je dirais, dans le panneau, mais très difficile de ne pas tomber dans le panneau. On dit par exemple en bourse qu'il faut se méfier de ses meilleures idées. Ah oui, parce que les mauvaises idées, on les fait pas. Donc en fait, les erreurs qu'on fait, c'est des bonnes idées à la base. Et donc essayer de reconnaître ce qui dans la bonne idée est un signal faible ou quelque chose qui va nous permettre éventuellement d'être très vigilant, c'est ça qui est intéressant dans l'échec. C'est de voir ceux qu'on ne va pas reproduire parce qu'on a appris la leçon, et puis ceux que malheureusement on risque de reproduire quand même. Voilà, et limiter ceux qu'on risque de reproduire. Il y a des techniques pour distinguer C'est l'expérience, et puis c'est le nombre d'échecs déjà, et puis c'est ensuite reconnaître. Moi je suis quelqu'un d'assez instinctif, donc mes échecs sont souvent liés aux croyances, à l'espoir, c'est-à-dire que j'ai une vision toujours assez potentielle, assez positive des choses, et du coup je suis amené à prendre probablement plus de risques que beaucoup de gens, et mes échecs viennent d'une prise de risque mal designée ou trop excessive. Et c'est la même question que sur le meilleur livre. Moi, je suis pas câblé sur sur le meilleur. Meilleur, c'est un mot qui est impossible à répondre. Oui, et surtout ce que je pense, c'est que j'aime pas trop ça c'est la clim qui se met en route. J'aime pas trop le côté un peu exclusif du meilleur et le côté supérieur. J'aime bien, c'est d'avoir des sources d'inspiration diversifiées, différentes, et que j'ai du mal à classifier. D'accord. Quatrième question, enfin troisième. Si tu avais un énorme panneau d'affichage, comme sur les routes aux États-Unis, où tu pouvais faire passer un message à des milliards de personnes, c'est métaphoriquement parlant, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Ça pourrait être quelques mots, une phrase, un petit paragraphe, des citations, c'est-à-dire des citations par lesquelles tu vis ta vie. Qu'est-ce que tu me mettrais, qu'est-ce que tu pourrais transmettre? Une phrase. Ouais, je dirais penser par vous-même. Penser par vous-même. Ah oui, c'est quand même ça le propre, à mon avis, de la liberté, du caractère, de tout ce qui fait que l'individu est un individu, et c'est tout ce qui fait aussi qui est compliqué à faire dans une société complètement connectée et interconnectée, et où les influences viennent de partout, et où il est parfois difficile finalement de savoir qui on est vraiment, ce qu'on pense et ce qu'on veut faire, tellement on est dans ce bain d'influence. Et en plus, les nouvelles, je dirais, la nouvelle évolution des sociétés font que, à mon avis, c'est de plus en plus difficile de penser par soi-même, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent des succès de disciplines comme le yoga ou comme la méditation, qui sont justement des moyens d'essayer de recentrer un petit peu sur soi. Voilà. Et dans l'investissement, parce que mes enseignements sont toujours mixtes entre vie privée et vie professionnelle, dans l'investissement c'est pareil, c'est qu'on est vraiment soumis à une opinion de monsieur marché comme on dit, c'est-à-dire l'opinion des autres finalement agglomérée et sur laquelle on doit se positionner. Et là où on fait les meilleurs investissements, c'est là où on a réussi finalement à comprendre quelque chose que peut-être d'autres gens n'ont pas compris, voire d'aller à l'inverse du consensus. Et donc c'est ces idées un petit peu très personnelles qui sont souvent les plus successful. C'est penser avec la logique et la raison et pas avec... Essayer de trouver ce qu'on est et ce qu'on peut apporter et ce qu'on peut comprendre de différent. C'est ça que j'appelle penser par soi-même. C'est un peu plus que l'autonomie de dire je fais ce que je veux ou j'ai ce que je veux. C'est plus essayer vraiment de comprendre intrinsèquement ce qui fait que on peut avoir une opinion réelle sur les choses et sur la façon éventuellement de les aborder dans le futur. Et comment tu fais pour penser par toi-même? Tu déconstruis?
Déjà, ça passe par la culture beaucoup, c'est-à-dire il faut quand même connaître toutes les opinions inverses, voir ce qui... Voilà, ça passe beaucoup, je pense, par les lectures et l'expérience. Hein. C'est sûr que c'est difficile, c'est plus facile de penser par soi-même probablement après 30 ans qu'avant. Il faut être confronté justement à ce que vous avez dit tout à l'heure, les échecs, voilà, des succès, des échecs, des contrariétés, des situations différentes, de la diversité. Il faut amasser de l'expérience et de la connaissance. Oui, on peut penser par soi-même très jeune, hein, mais l'idée c'est que c'est bien aussi d'avoir cette phase d'abord de construction, un peu et d'ouverture, avant de pouvoir... moi je me rends compte dans l'investissement, hein, ça, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que je pense que j'étais bien meilleur à 35 ans qu'à 25. D'accord. Quatrième question, quel est l'investissement, le meilleur investissement que tu as fait de ta vie? Ça peut être un investissement de temps, d'argent, d'énergie, je sais que tu n'as pas le meilleur, mais un investissement alors qu'il y a énormément d'impact. Enfin, je veux dire, Warren Buffett, quand on lui a posé cette question, il a dit un séminaire de Dale Carnegie sur apprendre à parler en public. Bah, je pense que le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie, c'est probablement mon premier ou mes premiers recrutements chez Amiral Gestion. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un investissement qui était un peu compliqué, parce qu'il s'agissait d'embaucher des jeunes personnes, donc sur lesquelles il fallait parier sur leur potentiel intellectuel et leur potentiel, je dirais, métier, et leur potentiel aussi d'évolution à un moment où c'est plus difficile, comme je vous disais, de juger les gens. Donc ça, et ce qui est intéressant de cet investissement-là, c'est que c'est un investissement qui a permis finalement derrière de monter un petit peu notre équipe chez Amiral Gestion, et c'est un développement assez original qu'on a eu par rapport à pas mal de sociétés. C'est de finalement monter un stock de partenaires avec des personnes assez jeunes. Ça, on parle des années de 2005. Voilà. Ouais, je dirais que ce qui me plaît, c'est que c'est un investissement humain. C'est un investissement qui est pas un investissement, je dirais, financier. C'est plutôt un investissement sur de l'humain et sur l'avenir. Voilà. Mais comme une des caractéristiques d'Amiral Gestion, ça a été de former cette organisation, je pense que c'est effectivement un des meilleurs investissements de ma vie. D'abord, parier très, très tôt sur l'avenir de personnes, ça... Oui, c'est-à-dire d'avoir... ce que je dis souvent, c'est ce qu'on dit, hein, c'est d'essayer d'embaucher des gens meilleurs que soi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, puisque l'humain a quand même un ego important. Dans tous les grands groupes, dans toutes les sociétés, on a toujours cette tentation d'embaucher des bonnes personnes, mais en même temps en préservant un peu sa position, son statut, je dirais. Et voilà, et nous on a fait le parti inverse. Et cette expérience, effectivement, à 35 ans à l'époque, d'embaucher des gens de 25, en sortie d'école, en disant c'est l'avenir de la société, et que ça ait marché, c'est une grande fierté, effectivement, d'avoir fait ça. Ok, donc l'investissement, les personnes pour le long terme, parce que tu pourrais dire que la vision d'Amiral Gestion, c'est de faire quelque chose de long terme. L'investissement ne se conçoit qu'à long terme. Voilà. Après, ouais. J'ai fait des investissements au casino qui ont parfois été spectaculaires, mais qui ne devaient pas retenir beaucoup dans ma vie, parce qu'ils n'ont pas ce côté finalement réplicable et scalable. Et pourquoi c'est si important de s'entourer des gens meilleurs que nous? Parce que déjà, c'est mise en danger, c'est excitant. C'est comme Frankenstein, hein. Donc c'est comme Frankenstein, je dirais, d'avoir échelé, d'avoir créé une créature qui dépasse ensuite ce qu'on a voulu faire. Et donc là, moi ce que je trouve assez passionnant, c'est qu'il y a ce côté un peu intangible, hein. On ne sait pas que ça va être un facteur de risque à ce type d'investissement. On ne dit pas non plus que c'est un investissement, on ne le perçoit pas forcément comme ça. Vous savez, on dit souvent il faut investir sur les jeunes, par exemple. En fait, on ne sort pas des billets. Investir, ça veut dire faire confiance aussi. Ça veut dire croire un petit peu. Et c'est tout ça qui est assez plaisant dans l'investissement.
comment tu définis le bien et le mal, comment tu hiérarchises les choses dans ta vie? Quel standard prends-tu? En fil conducteur, c'est une sorte d'éthique personnelle, hein, c'est d'être assez en accord avec ce qu'on est. Et je pense que moi j'aime bien l'empathie, mais la vraie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un je suis considéré comme un peu dur, sur pas mal d'aspects, un peu cassant. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est trouver un peu des moments de vérité et pousser les gens un peu dans le retranchement. On dit souvent qu'il aime bien châtie bien, c'est l'expression un petit peu fourre-tout. Et moi, par contre, je pense que je suis un vrai empathique, mais dans le sens de l'intérêt vers l'autre, de l'écoute et une sorte de compréhension des choses. Voilà. Mais je sais pas, ça répond pas trop à la question. Dans le sens de vouloir le bien de l'autre et l'aimer. Ouais, pas forcément dans ce sens-là. Non, c'est assez personnel en fait. Hein. Une sorte d'égoïsme qui passe par ça. Par ça. Le partage des choses, l'échange, ces choses-là. C'est vrai que c'est... Ton éthique, c'est ton intégrité. Donc faire les choses que tu considères être bien pour toi. Et ton identité, tu l'as définie de manière personnelle ou c'était un peu fruit de ta vie et t'as pas des moments où tu as changé ton identité ou Ce qui est intéressant, je trouve, moi, c'est de communiquer, comment dire, de pouvoir parler aux gens en essayant d'éviter des filtres sociaux. C'est pour ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur je dis beaucoup de choses qui choquent un peu. Et puis des fois, il faut effectivement, c'est pour aborder un style de communication, un niveau de communication un petit peu différent. On est tous pris dans des histoires de hiérarchie. Pour être responsable, il faut avoir 40 ans, et puis les gens en dessous, ils ont 30, et puis les juniors, ils ont 20. J'aime bien quand on rebat toutes les cartes et qu'on parle de la feuille blanche. Voilà. Et finalement, j'aime bien moi donner des conseils, effectivement, mais qui sont plus basés sur des choses de bon sens, d'éthique justement, mais dans un sens pas dans un sens de communication, plus dans un sens un peu très ressenti. C'est-à-dire, est-ce qu'on est tout simplement en accord avec soi-même quand on fait quelque chose? C'est ça pour moi l'éthique. Donc l'éthique, c'est pas quelque chose on n'a pas la même éthique chacun de son voisin, et pourtant on peut être... voilà. Et donc moi, ce que j'aime bien effectivement, c'est parler avec les gens, échanger, et leur apporter un petit peu, ou échanger avec eux sur des sujets qui sont pas forcément très... qui vont un peu contre les consensus de pensée, ou qui parlent aux gens un petit peu en adulte. Et voilà, bon, c'est des concepts qui sont un petit peu vagues, hein, mais voilà. Et l'intégrité, c'est clair. C'est ça pour moi la vraie intégrité. C'est pas par rapport à des normes, existantes. C'est vraiment quelque chose qui est très personnel finalement. Quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant intelligent et motivé qui s'apprête à rentrer dans la vie réelle? Quel conseil devrait-il éviter? Déjà, la vie réelle, ça veut rien dire parce qu'on a tous une vie réelle. Dans la vie professionnelle. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que quand on dit par exemple que certains sont déconnectés de la vie réelle parce qu'ils ont réussi, etc., je suis pas d'accord. Ils sont dans une vie réelle. Tout le monde est dans la vie réelle. Et Excusez-moi, ça vous dérange pas de faire... Donc on revient, on était sur... tu me disais, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant Ah oui, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui est rentré dans la vie réelle? Il n'y avait pas de Alors moi vie j'ai un réelle, conseil qui est assez basique, c'est de dire si tu sais ce que tu veux faire, accepte n'importe quel poste dans une société qui est dans ce secteur-là. N'importe quel poste. Ça veut dire à la photocopieuse si tu veux, s'il faut commencer la photocopieuse. Donc voilà, pour moi, mon meilleur conseil, c'est de dire si tu sais ce que tu veux faire, vas-y. Et dans ce cas-là, oublie les exigences. Les exigences de localisation, de salaire, de tout type d'exigences. Voilà. Parce que le plus important, c'est d'être dans un milieu où de toute façon, il va y avoir beaucoup d'évolution. Donc il faut accepter, il faut privilégier vraiment le poste. Ouais.
la proximité. Voilà, si tu sais pas ce que tu veux faire, je dirais que c'est un petit peu l'inverse, c'est plutôt d'aller voir plusieurs choses différentes. Et à ce moment-là, plutôt d'avoir une exigence assez forte sur les postes proposés. Et la qualification et je dirais l'intérêt du métier. Voilà, il faut trouver vraiment quelque chose d'intéressant qui va permettre de construire un petit peu cette expérience permettant de trouver mieux ce que tu veux faire après. Mais si tu sais déjà ce que tu veux faire, là c'est très différent, il faut vite rentrer à n'importe quelle porte sur le métier, sur le marché qui t'intéresse. Et t'as pas de conseils pour les gens qui savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire? Bah, qui voyagent ou qui lisent et qui suivent quoi comme indication pour se dire ça. L'avantage c'est qu'aujourd'hui dans la nouvelle société qu'on a, on va avoir des opportunités beaucoup plus larges. Je pense par exemple les profils littéraires, on va avoir une nouvelle chance par rapport à il y a peut-être 10 ou 15 ans. Je pense que c'est un peu une chance. On travaille aussi de plus en plus tard, de plus en plus longtemps, différemment. Donc je pense que c'est effectivement quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire aujourd'hui, paradoxalement, ça pas trop d'inquiétude pour lui dès l'instant qu'il a les bons fondamentaux. La curiosité, le travail, l'exigence. Standard et curiosité. Oui. Je pense que la société va plus s'orienter maintenant vers des profils plutôt que vers des métiers. De toute façon, contrairement à nous, vous allez changer de métier et probablement de société plusieurs fois. Donc le point de départ est moins important à mon sens qu'il y a quelques années. Pour quelqu'un qui ne sait pas trop encore se trouver. Mais à l'inverse, quelqu'un qui sait vraiment, je reviens là-dessus, mais quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut faire, hein, il faut vraiment qu'il embraye vite et au bon endroit. Ou dans le bon milieu, plutôt dans le bon milieu, s'il a cette opportunité-là. Donc il y en a un qui doit se concentrer, oui. Et l'autre qui doit émerger. Exact. Maintenant, question suivante. 3 questions, on approche la fin. Quels sont les mauvais conseils que tu entends souvent? Mauvaises recommandations. Bah, pour moi, par exemple, les mauvais conseils, c'est les conseils, je dirais, bateaux. Les gens qui vous disent le travail, par exemple. Évidemment, c'est pas que c'est un mauvais conseil, c'est que c'est insuffisant. C'est-à-dire que, moi je dirais presque l'inverse, je dirais optimise le couple travail-résultat. C'est-à-dire que quelque part, je pense qu'il y a des gens qui sont des gens très brillants qui ont cette faculté justement non pas à pas travailler, mais à optimiser le couple travail-rendement. Je dirais que les mauvais conseils, c'est les lieux communs, tout simplement, puisque justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pensée un peu différente, autonome. Je dirais que les conseils les plus simples et les plus reconnus, c'est pas que c'est des mauvais conseils, c'est que c'est des conseils génériques et qui donc du coup ne sont pas personnalisés. Voilà. Donc les conseils, faire très attention aux conseils qui nous sont pas personnalisés, qui ne nous touchent pas personnellement, qui ne sont pas adaptés à ce qu'on a besoin. Ah oui, c'est un petit peu ce qu'on disait juste avant, hein. C'est-à-dire que c'est pas le même conseil pour un jeune qui sait ce qu'il veut et qui sait pas ce qu'il veut. Donc moi je trouve que les mauvais conseils, c'est des conseils génériques. Et comment on trouve des personnes qui nous donnent des conseils qui sont personnalisés? Comment on trouve les conseils qui nous sont pour nous? À mon avis, c'est des conseils c'est plutôt, je dirais, des gens qui vous connaissent forcément. Donc ça peut être plutôt des amis, ça peut être des gens qui vous inspirent un petit peu et sur lesquels vous avez déjà eu un petit peu des échanges. C'est un peu dans mon métier, c'est pareil. Hein. Nous, on n'a pas. Pour conseiller quelqu'un, il faut le connaître. Il faut connaître dans notre métier, par exemple, son aversion au risque. On ne va pas conseiller les mêmes produits. Il y a des gens qui sont averses au risque ou qui n'ont pas le même horizon d'investissement. Donc dans la vie, c'est un peu pareil. C'est difficile de conseiller comme ça, sans connaître. Et pour revenir sur le jeu de 2 minutes, tu parlais du résultat, d'optimiser le couple résultat, pas forcément de voir l'effort, oui. Mais de voir les conséquences de l'action. Oui. C'est très important, cette pense, de vraiment ne pas tomber dans l'illusion que l'effort égale qualité. En fait, ça dépend des gens. Vous savez, il y a des gens qui sont besogneux, il y a des gens qui sont instinctifs. Je peux vous prendre une métaphore des échecs. Je jouais aux échecs pas mal quand j'étais jeune et j'étais pas très bon en partie longue. En partie longue, c'était 2h30 pour 40 coups. En partie longue, 2h30,
vous êtes obligé d'être le plus fort pour gagner. D'accord? Parce qu'on a 2h30 pour réfléchir. Donc, voilà. Et alors, pour les jeunes, et même, c'est très difficile d'organiser des tournois d'échecs où les parties peuvent durer 3 heures. Donc, ils ont fait des parties semi-rapides avec lesquelles je jouais. Donc, c'est 30 minutes. Et dans 30 minutes, on peut battre quelqu'un qui est plus fort que soi, intrinsèquement. Parce qu'en fait, il y a la notion de rapidité qui vient en jeu. Et du coup, c'est là où, quelque part, on peut avoir cette matérialisation de ce que j'appelle le couple effort-résultat. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'optimiser ce couple-là. Et voilà. Et si vous ne réfléchissez pas assez à cette partie libre, vous allez vous faire battre parce qu'en face, on va être bien plus fort, bien plus réfléchi. Si vous réfléchissez trop, vous allez trouver les bonnes décisions, mais vous allez perdre du temps. Donc du coup, vous pouvez perdre autant, comme on dit. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est peut-être la meilleure métaphore pour exprimer ce sujet-là. D'accord, c'est une super métaphore. Pas tomber dans l'illusion de... Oui. Tout doit forcément prendre du temps. Oui, alors après, il y a des gens qui sont habitués, qui travaillent bien en profondeur, en réflexion, etc. D'autres qui sont très transversaux. Voilà, après, c'est un mix de tout ça. Puis après, ça dépend aussi des configurations. Si vous passez le bac, je conseille de bien potasser parce qu'il y a plein d'acquis qu'il faut avoir et qui ne passent inévitablement par du savoir à accumuler, à apprendre, à enregistrer. Voilà. Après, si vous faites une compétition sportive ou une compétition un concours d'éloquence, par exemple, à mon avis, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi énormément, à un moment donné, d'émotion, de prise de risque, de chance aussi. La chance fait partie de ça, et dans le business, c'est exactement pareil. C'est très bien. Bien sûr. Alors, avant-dernière question. Au cours des 6 derniers mois, où êtes-vous devenu meilleur pour dire non? Et quelle approche ou réalisation vous ont aidé à mieux dire non et à mieux vous concentrer sur ce qui était vraiment important? Oui, c'est une très bonne question, ça. En fait, ça passe par la sincérité. C'est que le problème du non, c'est que ça fait peur. C'est qu'on a peur de l'image que peut donner un non. Tu connais la métaphore du good cop, bad cop. Dans une discussion, il y a un good cop, un bad cop. En fait, et donc moi je suis plutôt good cop. Donc, je suis plutôt compréhensif. Je suis plutôt et donc du coup ça va avec que j'ai du mal à dire non. Et en fait je suis en train d'apprendre, je suis en train depuis 10 ans, mais ça se fait progressivement d'apprendre à dire non. Mais apprendre à dire non, c'est pas une question de politesse, c'est une question de dire un vrai non, mais qui soit pas du tout ni vexatoire, ni qui ferme pas forcément les portes, au contraire, qui est juste normal, je dirais totalement humain, accepté par moi-même et donc accepté par les autres. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, c'est d'arriver à dire non sans avoir peur de passer pour un salaud. Et voilà, donc ça peut être tout, c'est non à... C'est non à... je le fais déjà. Mais après, ça se travaille, ça pour le coup, et ça se fait. Une fois qu'on dit, puis qu'on voit que ça n'a pas des conséquences incroyables, alors non, ça peut être non à un enfant, ça peut être non à un collègue, ça peut être non à un client, ça peut être non... Voilà, c'est les gens qui ont du mal à dire non, souvent ils gardent ça jusqu'à la fin de leur vie. C'est quand même quelque chose qui est très ancré dans une personnalité. Et donc changer de ce côté-là, je trouve que c'est quelque chose qui m'a pas mal apporté. On revient peut-être à une question auquel je n'ai pas répondu au début d'ailleurs. C'est peut-être ça qui a été l'habitude. Probablement, oui. Il y a une question que j'avais oubliée, c'est est-ce que tu as quelque chose, une habitude peu commune, une chose absurde que tu aimes, un truc que tu fais que tu trouves un peu absurde quoi. En fait, je fais pas grand chose d'absurde parce que justement il y a eu un bouquin sur les décisions absurdes là, qui est très mal écrit mais qui est quand même riche d'enseignements et qui montre en quoi justement on a des exemples de décisions absurdes qui ont abouti à des catastrophes aériennes en particulier, des choses comme ça. Et qui montre tout le processus de décision pour aboutir, souvent assez collectif, qui aboutit à ce genre de décision. Mais alors personnellement, des décisions absurdes, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Pas. Est-ce qu'il y a une chose
que tu crois profondément vrai et que tu partages avec très peu de personnes. Une vérité absolue que tu penses vraie et que tu partages avec très peu de personnes. Je serais tenté de répondre à l'individualisme. Parce que je pense que l'être humain est individualiste et qu'on se dompte pour... et que quelque part, voilà, je crois que ça a été un sujet de philo une année, hein, mais c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'intéressant dans le sens où moi je ne me considère pas du tout comme tel, mais il est clair que dans nos décisions de la vie qui sont forgées quand même par l'ego, qui sont cet intérêt personnel qui est quand même assez vague puisqu'il n'est pas forcément quantitatif, hein, mais le besoin de l'homme, c'est un besoin de reconnaissance, c'est un besoin d'exister, et donc du coup je pense que ça c'est quelque chose, et en plus qui n'est pas politiquement correct, parce qu'effectivement c'est pas une notion qui est pas assumée par les gens qui se reconnaissent comme tels, voilà, et qui est encore moins assumée par les gens qui n'en ont pas conscience, par définition. Et donc, dernière question, est-ce que quand tu te sens déconcentré, tu perds de motivation temporaire, dispersé, c'est quelque chose que tu fais pour te remettre en état? Est-ce qu'il y a une question que tu te poses? Bah non, pas trop, parce qu'en fait, j'ai très rarement de cycle, en fait. Okay. C'est-à-dire que j'arrive à trouver du plaisir dans toute forme d'action humaine. Donc du coup, j'ai pas de segmentation entre ma vie privée et mon travail. Quand je suis en vacances, je dis pas ouais super c'est les vacances. Puis quand c'est la rentrée, je dis pas super c'est la rentrée. J'étais bien en vacances aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, et donc du coup voilà, je peux me régaler dans un 3 étoiles et avec le meilleur sandwich de Paris aussi. Donc du coup, j'ai pas ce besoin de me raccrocher parce que j'ai beaucoup de satisfaction dans la vie du quotidien. Voilà. Quand je suis fatigué, je me repose. Voilà. Quand j'ai faim, je mange. Et puis quand je suis triste, je pleure un bon coup. Et puis j'essaie de parler à quelqu'un. Mais j'ai pas ce côté un peu... je comprends pas ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux. Quand je suis fatigué, je dors ou je vais faire un massage. Voilà, j'essaie de me reconcentrer un petit peu, mais en général, j'ai pas trop de besoins comme tel. Tu essaies d'embrasser la réalité. Oui, puis je suis assez fataliste aussi, donc par rapport à ce qui arrive, donc c'est toujours essayer de trouver le meilleur arrangement par rapport à une contrariété, une contrainte. J'aime bien régler les problèmes, ça me paraît plutôt pas mal. Alors j'ai jamais été confronté dans ma vie à des problèmes totalement incommensurables, donc ça tombe bien, hein. Je pense qu'il y a des gens c'est une question qui pourrait, à mon avis, être plus adaptée à des gens qui ont vécu peut-être des traumatismes vraiment profonds. Où là, ils ont ce besoin peut-être d'avoir une nouvelle vie, une espèce de plan B ou une remise en question forte qui leur permette de trouver une nouvelle voie. Pour moi, voilà, j'ai plutôt eu de la chance de ce côté-là, et donc je dirais que j'ai pas de... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort.